Oui, Bonjour c'est à tous enregistré, hein. et Pardon. bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous allons parler du jeu au service de l'enseignement de l'art à l'école. Nous allons vous laisser le temps d'arriver pour vous installer, pour passer une agréable heure en notre compagnie. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer pour ceux qui n'ont jamais assisté à nos webinaires? Une petite introduction d'Étienne Prévost sur Didacto, puis deux intervenantes qu'Étienne va vous présenter. Nous allons vous parler de l'art, des jeux, nous allons vous montrer des jeux et vous faire des explications. Je vous précise tout de suite que ce webinaire est enregistré et si vous devez nous quitter avant la fin de ce webinaire, vous recevrez dans quelques jours le lien du replay de ce webinaire. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés et qu'on va passer une agréable heure ensemble. Vous avez en bas de votre écran QR qui sont questions-réponses où vous allez pouvoir aussi intervenir pendant ce webinaire si vous avez des questions à nous poser. N'hésitez surtout pas. Moi, pendant tout le temps du webinaire, j'aurai un œil sur vos questions. En fonction des questions, soit je pose la question à l'intervenant immédiatement ou alors on reprendra les questions parce qu'il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir commencer parce que vous êtes déjà très très nombreux et qu'on a plein de choses à vous raconter. Donc, je vais laisser la parole à Étienne. Voilà, Étienne. Bonjour, je suis Étienne Prévost, donc je dirige Didacto. Nous sommes ravis de vous avoir si nombreux avec nous aujourd'hui sur ce thème un petit peu original, ce webinaire d'une heure sur ce sujet, donc le jeu au service de l'enseignement de l'art visuel à l'école. J'insiste sur le terme art visuel, hein, on ne parlera pas de musique, on ne parlera pas d'architecture ou de poésie, hein. Donc comment faire entrer l'art en classe d'une autre manière et donc à l'aide du jeu. Donc, avant de nous lancer, permettez-moi, donc, comme Sabine l'a dit très rapidement, de vous présenter Didacto pour ceux et celles d'entre vous qui, peut-être, par extraordinaire, ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Didacto existe depuis une trentaine d'années. On est une entreprise de région parisienne spécialisée dans la fourniture de jeux et d'outils pédagogiques pour les professionnels qui en ont besoin. Donc, ce sont d'abord les écoles maternelles et élémentaires, surtout, avec qui on travaille beaucoup, soit en direct, soit dans le cadre de marchés publics. On travaille aussi beaucoup avec les centres de loisirs, les ludothèques, les structures péri- et parascolaires. On travaille avec des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotriciens, à travers donc nos deux sites, hein, didacto.com et berous, B-E-2-R-O-U-S.com, spécialisé, lui, sur le 0-3 ans, sur les crèches. Voilà. Et on est vraiment toute l'équipe à votre disposition sur vos besoins de produits ludiques ou ludo-éducatifs. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Voilà. Fin de la petite parenthèse commerciale. Pour ce webinaire, donc, nous avons deux spécialistes qui nous font le plaisir d'être avec nous. Donc d'abord Catherine Grotabussia, qui est plasticienne et conseillère pédagogique en art visuel à la DSDEN du Jura, qui est auteur de Bonjour. l'ouvrage L'art en jeu, créer, fabriquer, jouer aux éditions Canopée. Donc, on est vraiment sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là, Catherine. Et vous serez en quelque sorte notre experte et notre caution académique. Et puis, nous avons également avec nous Christelle Doyel, des éditions Pyramide. Donc, Pyramide, c'est une très jolie maison d'édition indépendante qui publie des très beaux livres consacrés au design, à la créativité, aux arts visuels et qui publie également des jeux que vous ferons découvrir tout à l'heure. Christelle nous apportera son point de vue, un point de vue plus éditorial sur la question. Donc, quelques indications sur la façon dont cette heure ensemble va se dérouler. Je répète un peu peut-être ce qu'a dit Sabine pour les quelques-uns qui n'étaient pas là il y a quelques minutes. Donc, je prends quelques instants encore pour une courte introduction sur le thème du jour avant de passer la parole à Catherine puis à Christelle. Et dans un second temps, je reviendrai vous présenter un certain nombre de jeux sur notre thématique. Et enfin, il y aura donc un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Et dans quelques semaines, quelques jours, pardon, on vous renverra le lien pour le replay, ainsi que le catalogue de l'ensemble des jeux présentés, qui figurent tous sur le site Didacto. On a une catégorie jeux par thème, et dans les thèmes, il y a art. Donc, on a vraiment une catégorie spécifique sur notre site Didacto. C'est très facile de les retrouver. Bon. Alors,
D'abord, pour brosser le tableau d'aujourd'hui, trois constats simples. Premièrement, mon impression, c'est que l'art à l'école est souvent abordé comme une matière un peu savante autour de l'analyse d'œuvres, dans le cadre d'une sorte de fresque d'histoire de l'art. Mais c'est juste une impression personnelle, donc n'hésitez pas à me détromper si vous n'êtes pas d'accord avec ça en intervenant sur le chat. Deuxième point, je vous livre un chiffre d'une étude de 2023 qui indique que seulement 18% des Français issus des catégories populaires avaient visité un musée au cours de l'année passée. Donc on a affaire à des enfants qui ne sont pas familiers des arts visuels classiques et qu'une approche trop académique de l'art peut peut-être rebuter. Et troisièmement, bien entendu, on sera tous d'accord, je pense, pour dire que l'art a un rôle fondamental aujourd'hui dans le développement de la créativité, enfin aujourd'hui non, depuis toujours, dans le développement de la créativité, de la sensibilité et de la pensée critique. Mais c'est d'autant plus important aujourd'hui avec l'importance que prend l'IA dans nos vies, et ça paraît essentiel de conserver une distance critique et une créativité en éveil pour ne pas devenir complètement objet de la machine. Donc, quoi de mieux que l'art pour nous aider à y parvenir et à garder cette distance et cette créativité. Donc, d'où la question, comment parler d'art à des enfants de 4, 5, 7 ans sans les perdre dans des explications trop abstraites. Et c'est là que le jeu, à notre avis, peut devenir une clé. Pourquoi? Parce que, parce que le jeu, d'abord, c'est l'univers naturel de l'enfant. Donc, c'est par le jeu que l'enfant explore, apprend, essaye, prend des risques sans avoir peur de se tromper. Donc, avec le jeu, l'enfant manipule, expérimente, et ça lui permet de lever ses inhibitions. Il n'y a pas besoin de savoir, il suffit de participer. Donc, évidemment, tout ça participe à cette fameuse libération de la créativité. Et puis, si on regarde un peu plus près, l'art et le jeu partagent pas mal de choses. Tout d'abord, l'art et le jeu mobilisent tous les deux l'imagination. L'art et le jeu invitent à sortir des règles habituelles pour inventer des nouvelles règles. Et l'art et le jeu permettent une interprétation personnelle, différente, mais toujours aussi valable que celle de l'autre ou la précédente. Donc ça, c'est vraiment des points de raccordement forts entre les deux thèmes du jour qu'il est vraiment intéressant d'avoir en tête. Donc c'est justement l'ambition de ce webinaire, montrer que le jeu n'est pas une distraction de l'art, mais vraiment peut être une porte d'entrée vers l'art, pour rendre l'art plus proche, plus accessible et aussi, pourquoi pas, plus joyeux pour les élèves. Donc on va aujourd'hui explorer ensemble un certain nombre d'exemples concrets de jeux qui permettent de faire entrer l'art en classe autrement, et puis j'espère qu'on repartira tous avec des idées inspirantes à mettre en œuvre dès demain. Donc merci encore à vous d'être là, et donc je donne la parole à Catherine Grotta-Buccia. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, pour ce webinaire, voilà, comme je vais, comment dire, présenter plutôt l'intérêt totalement pédagogique du jeu à l'école et comment on peut s'approprier, on va dire, cette modalité en classe. Alors, permettez-moi de dresser quand même des points que j'ai abordés au moment où j'ai travaillé sur l'écriture de l'ouvrage L'art en jeu dont je vous montre la couverture, voilà, pour vous donner un petit peu une idée de cet outil pédagogique. Alors, tout d'abord, voilà, je vais commencer par me présenter. Donc, voilà, je suis Catherine Grotta-Buccia et je suis conseillère pédagogique départementale en art visuel pour la DSEN du Jura. Et auteur de l'ouvrage L'art en jeu, créer, fabriquer et jouer, que j'ai et qui a été élaboré évidemment en coopération avec une équipe d'enseignants. Je n'ai pas fait ça toute seule, et aussi mes collaborateurs du réseau Canopé. Je voulais aussi vous expliquer un petit peu le contexte très brièvement de cet ouvrage et surtout la raison pour laquelle je me suis intéressée à la question du jeu dans les pratiques des arts plastiques. Tout d'abord parce que, étant née dans le département du Jura, j'ai grandi dans un contexte historique et patrimonial autour du jouet, puisque nous avons la chance à Moire-en-Montagne d'avoir le musée du jouet, voilà, qui aborde la fabrication et la création, le design sous différents aspects. D'autre part, par mon contexte professionnel, puisque j'ai été tout d'abord enseignante d'art plastique, puisque je suis certifiée art plastique, donc j'ai enseigné pendant de nombreuses années
au collège niveau 6e, 5e, 4e et 3e. Donc, toute la question de l'enseignement des arts plastiques, évidemment, est au cœur de ma pratique. Et puis, depuis 14 ans, je suis conseillère pédagogique en arts visuels et j'accompagne les enseignants justement dans leurs projets et dans leurs réflexions sur la mise en œuvre de l'enseignement des arts plastiques au sein des classes en cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte professionnel et le contexte évidemment artistique. C'est que je suis issue d'une formation artistique puisque je suis plasticienne et diplômée de l'École des Beaux-Arts de Dijon. Voilà. Alors, la question qui nous, qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment le jeu peut devenir un levier pédagogique pour faire entrer les arts visuels à l'école. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir évidemment résumer toutes les recherches qui ont été faites et qui ont animé de nombreux chercheurs sur la question du jeu. Donc, j'ai été obligée de faire vraiment des sélections parce que le sujet est extrêmement riche et dense. La première chose qui intéresse surtout les psychologues et les pédagogues sur la question du jeu, c'est la construction de l'autonomie de la personne et de la relation à autrui. Parce que le jeu, comme le disait Monsieur Prévost, implique évidemment une interaction avec l'autre, mais aussi une interaction avec soi-même. Ces compétences-là, c'est des compétences que l'on partage aussi avec l'enseignement des arts plastiques. Hein. On va chercher dans une production d'art plastique une réponse personnelle, un projet personnel et en même temps la création en art plastique forcément est aussi riche par les interactions avec les autres. Voilà. D'autre part, le jeu est une activité essentielle à la construction de la fonction symbolique. Voilà, la fonction symbolique, tout le monde le sait, cette capacité à se construire des représentations mentales. Voilà, et en ça, le jeu va permettre aussi, en effet, de participer à la construction de l'intelligence et de par là même aux apprentissages scolaires. Donc, quand on parle du jeu à l'école, c'est un jeu en quelque sorte, on va dire, déformé. Je reprends la remarque de Gilles Brougère qui insiste bien sur le fait qu'à partir du moment où on fait rentrer le jeu dans la sphère de la pédagogie, on change quand même la nature du jeu. Voilà. Donc là, le jeu va être au service des apprentissages. Et on va se servir, on va dire, de la spécificité du jeu pour atteindre justement des objectifs pédagogiques. Une autre dimension qui m'a beaucoup intéressée quand nous avons travaillé sur l'ouvrage L'art en jeu, c'est le rapport entre le jeu et la créativité. Alors là, je vais faire encore référence à un penseur psychologue qui est Winnicott. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà penchés sur ses recherches. Winnicott qui a mis en évidence l'idée que le jeu favorise la créativité et participe au développement de la flexibilité cognitive. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour lui, c'est en jouant et seulement en jouant que l'individu, enfant ou adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. Voilà. Donc ça, c'est cette pensée mise en relation entre le jeu et la créativité. Winnicott l'a beaucoup développé dans son ouvrage qui s'appelle « Jeu et réalité », que je ne vais pas pouvoir vous résumer évidemment aujourd'hui, mais que je vous invite à consulter le cas échéant. Et puis, évidemment, cette réflexion a ouvert des portes et un autre psychologue américain que vous connaissez sans doute, Guilford, a repris le sujet de la relation au jeu et la relation à la créativité et a beaucoup travaillé sur les relations entre pensée divergente et pensée convergente. Voilà, parce que c'est justement la créativité qui va être moteur
dans cet échange et dans ce processus. Voilà, on attend de l'enfant, en l'occurrence, ou de l'élève en art plastique, de faire preuve de divergence face à un problème, et le jeu va pouvoir le mettre dans cette situation-là. C'est-à-dire que dans le jeu, on a la notion de défi, on a la notion de résolution de problème qui, justement, va pouvoir actionner ces deux pensées, et qui ont historiquement, on a tendance à opposer pensée divergente et pensée convergente, alors qu'en fait, elles sont tout à fait complémentaires dans ce qu'on attend d'un processus créatif. Et Voilà. Catherine, pardon, vous pourriez définir un peu mieux pensée divergente et pensée convergente, peut-être? Ah, pardon. Alors, pensée divergente, c'est très simple. Eh bien, je vais, si on fait l'expérience d'une réflexion autour de l'utilisation possible, par exemple, on a un trombone. Ça, alors, ça c'est un test qui est vraiment très connu. On donne à différentes personnes un trombone, et on demande à chaque personne de réfléchir à une autre fonction que celle qui est attribuée à cet objet. Et donc là, se met en place dans le cerveau ce qu'on appelle la pensée divergente, c'est-à-dire qu'on va chercher plusieurs solutions. On va essayer d'entrevoir, quelles seraient les autres potentialités du trombone. Alors, est-ce que je peux déjà, premièrement, le déformer, ou est-ce que je le garde tel qu'il est, etc., etc. Et ça, c'est c'est ce qui permet donc la pensée divergente, c'est ce qui va nous permettre, d'explorer, puisque vous parliez d'exploration, on est tout à fait dans l'exploration, d'explorer mentalement des possibles. Et puis, la pensée convergente, tout simplement, c'est, comme son nom l'indique, c'est qu'à un moment donné, on va faire un choix par rapport à toutes ces solutions. On va faire un choix, et on va faire un choix par rapport à je sais pas, soit une sensibilité, sa sensibilité particulière, en se disant, ben voilà, moi c'est ce choix-là que je fais par rapport à toutes les idées, toutes les potentialités que j'ai pu mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on parle de pensée convergente, parce qu'à un moment donné, on va converger vers une seule et unique solution. Alors ça, ce sont quand même des techniques qui sont aussi utilisées, par exemple, en création d'objets design, c'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table un certain nombre de créateurs, designers, et on va leur poser justement on va dire des situations problèmes, si je puis dire, pour résoudre des problématiques. Alors, un exemple très concret, récemment, on a tous observé que maintenant les bouchons plastiques sont attachés aux bouteilles plastiques, parce qu'avant ils étaient détachables. Voilà, donc ça c'est, à mon avis, voilà un exemple concret d'une recherche qui a suscité une réflexion sur un design d'objet pour répondre à un besoin qui est sans doute relié à l'écologie. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc pour revenir à mon sujet, pensée divergente, pensée convergente, c'est vraiment cette capacité de jouer, en fait, justement, de jouer sur les idées, sur les émotions aussi, sur les sensations, et ce qui est aussi le moteur, on va dire, dans un processus créatif qui puisse concerner des jeunes enfants, des enfants plus matures, des adolescents, voire même des lycéens qui sont, par exemple, en des options art plastique et autres. Voilà. Donc, on va tous adopter, en tout cas, on a tous en soi, on est tous outillés, si je puis dire, de ces pensées divergentes et convergentes qui vont nous permettre, en effet, de développer notre créativité. Voilà. Après, il y a tout le contexte qui va faire que elles vont être utilisées d'une manière ou d'une autre. Et je vous redonnerai un autre exemple tout à l'heure. Alors, justement, pour revenir à notre sujet sur la question du jeu dans la pratique plastique, eh bien, si, par exemple, on s'appuie sur les jeux de dessin, eh bien, on va pouvoir proposer un contexte par défi ou par contrainte qui va engager la créativité des élèves au service d'un problème posé. Voilà. Donc ça, c'est un exemple
que l'on peut mettre en place en classe, des défis dessins et des outils, on va dire des jeux qui proposent des contextes où le dessin est engagé non pas simplement avec une feuille blanche et un crayon, et on sait combien des fois ça peut être perturbant hein, pour des adultes comme pour des enfants. Et le jeu, lui, il va en fait en quelque sorte amorcer par sa dynamique, justement, une autre manière d'aborder quelque chose qui pourrait être un obstacle. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vous donne un autre exemple, par exemple, de pratiques de jeu élaborées par des artistes. Alors, je vous cite un exemple de deux musiciens que vous connaissez peut-être, Brian Eno et Peter Schmidt, qui ont inventé un jeu de cartes qui s'appelle Stratégie oblique, et qui est venu tout simplement parce qu'en fait, voilà, ils étaient dans leur studio, leur musicien n'avait plus d'idées, était en panne, on va dire, de créativité. Et donc, en fait, ces deux musiciens ont eu l'idée de mettre en place un jeu de cartes qu'ils ont ensuite élaboré et qu'ils ont mis à la disposition des autres musiciens pour justement trouver des solutions et relancer, si je puis dire, en fait la créativité avec à chaque fois différentes contraintes. Voilà. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, de découvrir un petit peu ce jeu parce qu'il est encore accessible. Voilà. Alors, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que dans le jeu, il y a, excusez-moi du jeu de mots, mais il a son sens. Dans le jeu, il y a la mise en action du jeu. Alors, le jeu de l'enfant élève, qui va lui permettre de se situer comme un explorateur en art, on l'a dit tout à l'heure, et le conduire à travailler dans un même mouvement, action, invention et réflexion. Voilà, ça c'est on va dire, c'est un petit peu le contexte que l'on peut attendre justement à travers le processus du jeu. Après, le jeu, bien évidemment, c'est très large. C'est un mot qui englobe énormément de catégories de jeux. Alors, je ne vais pas me faire l'inventaire aujourd'hui de toutes ces catégories, mais par contre, je vais vous renvoyer vers une autre source qui, à mon avis, pourra vous intéresser, qui s'appelle Jouer et apprendre en maternelle, mais qui est tout à fait intéressant aussi pour les autres cycles 2 et 3, parce qu'en introduction, il y a une approche historique du jeu et de sa classification. Par exemple, là, je prends les catégories qui ont été mises en place par l'auteur Roger Caillois et qu'on retrouve aujourd'hui, donc ce qui sont les jeux de compétition, de hasard, simulacre, etc., etc. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, le jeu va prendre différentes formes. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à découvrir évidemment des jeux éducatifs par l'invitation de Didacto. Et notamment, par exemple, si je prends l'exemple des jeux qu'on appelle les jeux organisés par des règles, quel est l'intérêt pédagogique de mettre en place ces jeux-là en classe? C'est tout d'abord de développer des compétences sociales. On en a parlé tout à l'heure, l'autonomie, l'esprit d'initiative, le respect des autres, la confiance en soi. Et puis, si ces jeux proposent justement des contenus qui sont en lien avec les arts visuels, et on va y venir puisqu'on va parler de la relation aux œuvres d'art, eh bien, par exemple, on va pouvoir, par le jeu, permettre aux élèves de découvrir et de s'approprier des repères dans une culture commune et dans une culture partagée. Voilà. Catherine, Donc, juste deux petits mots. Il faut qu'on avance, qu'on passe la parole à Christelle et après qu'on présente pas mal de jeux. Est-ce qu'on peut d'accord. aller Oui, assez vite sur vraiment les rapports jeu et art voilà. Alors, justement, dans cette question du jeu et de l'art, eh bien, l'activité ludique, elle va permettre à l'élève d'être dans un rapport de coopération et de pouvoir, en étant à la fois apprenant
et en même temps à être dans le jeu, pouvoir à la fois solliciter les connaissances et les compétences au sein au sein de son apprentissage. Donc, si je comprends bien, je fais plus court et puis après, on reviendra plus en détail si vous avez des questions à poser sur Nickel. les points voilà, qu'on abordera sans doute. Simplement pour conclure, on va attendre du jeu. C'est pas qu'on va attendre du jeu, c'est que le jeu va nous proposer une pédagogie active. Et dans le domaine des arts visuels, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on va solliciter à la fois la sensibilité de l'élève, on parle même d'intelligence sensible hein, quand on aborde toutes les pratiques artistiques, et ce n'est pas propre aux arts visuels, bien sûr, hein, on parle de la musique, de la danse, des arts du cirque et l'architecture, et voilà. Et en fait, la pédagogie active par le jeu va permettre à l'élève de jouer pour apprendre, apprendre pour jouer et apprendre en jouant. Et donc, cette relation aux arts visuels, c'est une relation qui va se faire en fait avec ses pairs. Je finis juste sur ce point parce que ça me semble très important. Un des atouts aussi de la mise en place des jeux en classe autour, et vous allez illustrer mon propos avec vos jeux, mais il me semble surtout important de parler aussi et de conclure sur la place de l'enseignant. Parce que il n'y a pas de mise en place de jeux en classe sans la présence de l'enseignant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que l'enseignant, lui, ça lui donne l'opportunité d'être dans la posture de l'observateur, c'est-à-dire d'observer comment les élèves vont pouvoir développer des compétences créatives, des compétences liées au langage, bien évidemment, des compétences qui seront liées aussi à la relation, aux relations sociales, à l'autonomie. Et ça, c'est, à mon avis, une des, comment dire, un des leviers les plus importants, c'est de permettre aussi à l'enseignant de vraiment, comment dire, euh, être garant à la fois que les règles évidemment soient respectées, bien évidemment, mais il va pouvoir venir aussi nourrir sa pédagogie en s'appuyant sur des jeux qui sont évidemment pensés de manière didactique aussi. Voilà. Donc je finis voilà mon propos et puis je reviendrai vers vous pour des questions plus précises si nécessaire. Merci beaucoup, Catherine, de cet environnement pédagogique de la question de ce webinaire. Et donc maintenant, on va basculer avec un point de vue éditorial avec Christelle Doyel des éditions Pyramide. Christelle, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Étienne pour cette invitation. Donc effectivement, moi je travaille aux éditions Pyramide. Donc on est une petite maison d'édition dépendante qui va avoir 25 ans dans quelques mois. On est une maison d'édition de livres à la base. On a plus de 250 titres actifs au catalogue. On est une petite structure puisqu'on est 3 associés. Donc il y a Céline Réméchido qui est notre présidente et directrice éditoriale. On a un graphiste, Philippe Brulin, qui est directeur artistique en freelance, et donc moi qui suis éditrice. Et si on devait résumer les éditions Pyramide pour le public qui ne nous connaît pas, car on est assez peu connu du public en dehors de nos domaines de prédilection, on a 2 valeurs clés, c'est la créativité et la pédagogie. Créativité aussi bien dans la forme, le format que peuvent prendre nos ouvrages que dans leur thématique, puisqu'on est spécialisé en design graphique, illustration, art appliqué, communication visuelle, et également donc la pédagogie, puisqu'on a toujours des ouvrages qui ont pour mission et pour objectif de transmettre un propos, de transmettre du sens. On ne fait pas des beaux livres uniquement à vocation esthétique, voilà, mais on essaye de transmettre des choses à l'intérieur. Et donc, on est, nous, principalement référencés aux beaux-arts. On n'est pas un éditeur scolaire. Mais on a tout de même donc une approche pédagogique et en tant qu'éditeur, on essaye de voir un petit peu les tendances du marché, d'être un petit peu à l'affût de ce qui se passe. Et il y a 4-5 ans, on va dire, on s'est rendu compte qu'il y avait un rebond de la pratique du jeu. On s'en est rendu compte à différents niveaux
part, il y a eu dans les cercles familiaux les confinements des années 2020-2021 qui ont fait que voilà, les gens ont repassé du temps ensemble et qu'il y a eu à nouveau des pratiques de jeu familiales. À une époque où on est dans une grande dématérialisation et numérisation de nos échanges et de nos interactions, le jeu semble une façon de remettre un peu de physique, de présence et de concret dans nos relations humaines. Et par ailleurs, dans le monde de l'art en particulier, on a vu toute une jeune génération d'illustrateurs, illustratrices qui se sont emparés des supports du jeu et qui, par exemple, ont sorti des jeux d'oracle, des jeux de tarot, voilà, qui ont repris des jeux un peu iconiques et qui les ont recréés dans leur univers artistique. On a vu pas mal de festivals qui se sont lancés, d'événements autour du jeu. Donc voilà, tout ça et la présence d'éditeurs anglo-saxons au rayon Beaux-Arts qui ont commencé à proposer des boîtes de jeux à la place des livres, nous ont donné envie à nous, éditeurs de livres, de faire entrer des jeux au catalogue. Et l'art nous semble une thématique absolument évidente quand on fait du jeu, puisque, comme on a pu le voir jusqu'à présent, et vous le savez sans doute mieux que moi dans vos classes, mais la pratique de l'art chez les enfants, elle a un côté très ludique à la base. Les enfants, pour le plaisir et pour le jeu, aiment dessiner, peindre, sculpter, etc. Et c'est ensuite souvent qu'on formate un peu tout ça, qu'on essaye de rajouter du contenu, des messages, et qu'on perd parfois ce côté un peu ludique, qu'on peut essayer de rattraper justement par le jeu. Donc, on a commencé à faire un catalogue pyramide, d'abord sur nos thématiques habituelles et puis pour notre public habituel. Donc, par exemple, on a des jeux de quiz. Donc là, c'est pas pour des enfants, c'est pour des grands enfants. Question pour un graphiste, ça va être pour des étudiants en école d'art appliqué, voilà, pour des professeurs, etc. C'est des jeux de quiz, questions-réponses au fonctionnement très simple. On a des jeux d'oracle. Donc là, par exemple, il sort la semaine prochaine, l'oracle des femmes créatrices. C'est une illustratrice qui nous a proposé. Donc, on a 50 cartes qui représentent des femmes plus ou moins connues ou plus ou moins invisibilisées du monde de l'art visuel au sens large. Donc, on a des peintres, designeuses, photographes, stylistes, etc. Et on va avoir à l'intérieur un petit livret d'accompagnement. C'est ce que nous, on met en place dans la plupart de nos jeux, donc qui a le côté pédagogique qu'on aime dans nos livres. Là, on a un petit livret, par exemple, qui va présenter les biographies de ces 50 femmes créatrices. Et on va avoir aussi des jeux qui vont permettre un peu de désacraliser les figures de l'art. C'est ce qui nous semble intéressant aussi dans le support jeu par rapport au support livre à l'école. On a par exemple ce jeu qui s'appelle le match de l'art et qui est en fait une sorte de jeu de bataille. Donc, il y a encore le petit livret avec les biographies. Et on va avoir des grandes figures de l'histoire de l'art qu'on peut se jouer en bataille. En fait, elles ont des points selon la renommée qu'elles ont eue, selon la cote de leurs œuvres, selon comment elles ont bouleversé le monde de l'art, etc. Et on peut, par exemple, jouer Mondrian contre Frida Kahlo, etc. Donc, on est sur une désacralisation, une incarnation aussi, puisque du coup, l'enfant peut voit à quoi ressemble l'artiste aussi. On ne voit pas seulement ses œuvres, on voit aussi sa personne. Il nous semble que le jeu peut être un bon support de mémorisation parce que souvent, quand un enfant joue, il est extrêmement engagé, il est extrêmement concentré. Donc, au final, la mémorisation peut se faire peut-être plus facilement que par un apprentissage plus académique et plus classique. Et le jeu permet également, on l'a vu, la collaboration entre pairs. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place autour du jeu. Et donc, nous, on va éditorialiser nos jeux comme on le fait d'un livre. En fait, c'est le même savoir-faire éditorial, c'est juste la forme qui change. Et donc, on a développé toute une gamme de jeux qui sont plus des jeux familiaux à nos yeux, puisqu'on n'est pas éditeur scolaire. Mais Étienne en a repéré plusieurs qui, pour lui, s'intégraient complètement dans le catalogue Didacto, parce qu'ils peuvent être tout à fait utilisés de façon plus ou moins détournée à l'école. Et donc, je vais vous en présenter 3 de manière un peu plus détaillée. Le premier, il s'appelle le mémo de la photo. C'est une traduction, c'est un jeu qui a été édité au Royaume-Uni par un éditeur anglo-saxon qui s'appelle Lawrence King. Et donc, dans ce jeu, on a comme souvent donc, le petit livret qui présente donc ces 25 photos iconiques de l'histoire de la photo qui vont être présentées. Et à chaque fois, la photo est accompagnée d'un bref texte qui explique son contexte. Donc ça peut servir vraiment de support pédagogique pour le coup, pour faire une séance sur l'histoire de la photo. Et après, on est sur un principe de photo coupée en deux. Donc c'est un memory. Donc dans la boîte, on va avoir 25 paires, donc 50 cartes qu'il faut, si on joue de façon basique au memory, il s'agit de reconstituer évidemment les images.
Et il se trouve qu'elles peuvent servir également de support à plein de choses. D'une part, à un apprentissage de l'histoire de la photo. Là, par exemple, on a un cyanotype, donc ça permet d'expliquer cette technique de reproduction photographique. On va avoir des photos très importantes dans l'histoire. Par exemple, ça, c'est le pas d'un cheval décomposé par Muybridge. On va avoir une photo de Viviane Mayer à Chicago qui va permettre voilà, de parler du contexte, de la composition. Voilà, bon, on en a 25 comme ça, Meyerowitz avec un petit chien. Et ce qui est amusant, c'est que déjà, en la manipulant, ça désacralise, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au format d'enfant, entre guillemets, c'est à son échelle. Il peut s'amuser à inverser, il peut voilà, manipuler l'image, pourquoi pas les mélanger les unes avec les autres, qu'est-ce que ça fait? Et on peut imaginer ensuite, évidemment, des séquences d'imagination. Est-ce qu'on peut dessiner? Chacun doit imaginer la suite et la dessiner. Est-ce que ça peut être une production écrite d'imagination? Est-ce que c'est un jeu collectif où chacun décrit ce qu'il a sur sa carte et doit essayer de retrouver son double dans la classe? Voilà, bon, il y a plein de choses à inventer, mais en tout cas, c'est un support qui permet de parler de photographie et de patrimoine photographique complètement différemment. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est sans doute le plus pédagogique, le plus directement en tout cas pédagogique de notre catalogue. Il s'appelle L'Art de voir l'art. Et ça, c'est un support qui est utilisable soit en sortie, en musée, en exposition, ou alors en classe, quand on présente des œuvres, quand on projette des œuvres. Et il s'agit de 50 cartes illustrées. Donc à chaque fois, on a une illustration et une petite consigne derrière. Et en fait, c'est des façons différentes d'aborder l'art. Donc ça peut servir par exemple en visite de musée si on n'a pas de conférencier. Et ça peut être utilisé également, donc comme je le disais, en classe. Là, par exemple, la consigne, ça va être de regarder le cartel ou la légende de l'œuvre avant de regarder l'œuvre. Donc on peut lire des légendes et on essaye d'imaginer à quoi va ressembler l'œuvre avant de la voir. On va avoir des cartes où on va nous demander de regarder l'œuvre sous un autre angle, de se mettre plus bas, de se mettre sur le côté, etc. Ou alors de ne pas regarder l'œuvre, mais de regarder les gens qui regardent l'œuvre. Donc ça peut être très intéressant aussi et ça peut donner lieu à plein de productions. On a une carte où on va nous dire où est-ce que vous, si vous entriez dans l'œuvre, où est-ce que vous auriez envie de vous placer? Ou alors, si l'œuvre était celle-là, je l'aime bien, si l'œuvre était une personne qui arrivait à une fête, comment vous la présenteriez? Donc là, ça peut être très amusant de demander à des enfants, effectivement, d'introduire la Vénus de Milo dans un goûter d'anniversaire, etc. Et on peut aller jusqu'à une production, puisque là, par exemple, on va nous proposer de créer une mini-exposition, un collage ou une petite installation en hommage à un artiste. Donc ça peut tout à fait venir aussi en production finale après avoir travaillé sur l'œuvre d'un artiste. Et je vais vous présenter un troisième et dernier jeu qui est beaucoup plus grand public et familial puisqu'il s'agit d'un jeu de cette famille. Voilà, il s'appelle En voiture Simone. On l'a créé avec Sylvie Meunier. Sylvie, c'est une artiste plasticienne, photographe qui a une galerie à Sète dans le sud et qui est également collectionneuse de photos anciennes, de photos des années 50, 60, 70, photographies anonymes de famille et autres. Et en fait, avec sa collection, on a développé, donc on a plusieurs mémories, on a aussi ce jeu de cette famille. Donc c'est un jeu vraiment, le principe tout simple du jeu de cette famille. Là, c'est sur le thème des transports, celui-là. Donc on va avoir la famille en aéroplane, j'espère que vous voyez. On va avoir la famille à bicyclette, la famille à ski, voilà. Donc, à la base, c'est un jeu de cette famille pour jouer en famille. Mais on s'est dit aussi pourquoi ne pas l'utiliser en cours pour parler déjà par exemple, de l'histoire de la photo pour montrer qu'à une époque, quand on se faisait prendre en photo sur son vélo, ça n'arrivait pas 15 fois par jour avec le smartphone de ses parents. C'était vraiment, ça voulait dire quelque chose, c'est que c'était une journée importante, etc. Donc ça permet effectivement de se dire, voilà, c'était quoi d'être pris en photo quand on était un enfant dans les années 50. Ça permet de parler de cadrage, de composition, parce que mine de rien, quand on regarde la famille, on a l'impression qu'ils ont tous été pris en photo le même jour, au même endroit, à la même heure. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a eu un travail de la part de l'artiste pour recadrer les photos anonymes, recomposer l'ensemble. Donc voilà, ça permet d'évoquer des notions techniques de photographie et aussi peut-être de montrer que l'art n'est pas que dans les musées. L'art photographique ou autre, c'est aussi le reflet de notre mémoire, c'est aussi le reflet de notre histoire. Donc peut-être voilà, d'avoir une porte un peu plus vers l'intime et vers un autre rapport à l'art. Et voilà. Pour conclure, j'aurais envie peut-être de lancer une perche. Je me dis qu'avec toute la créativité des enfants réunis dans une classe, peut-être qu'aussi le jeu peut être vu non pas pour enseigner l'art, mais ça peut être la production finale peut-être d'une séquence sur l'art où à la fin, les enfants créeraient leur domino, leur memory, enfin voilà, reprendre un jeu iconique et utiliser ce qu'ils ont appris en cours
avec, on a sans doute une petite préférence pour tout ce qui est très visuel, très coloré. Donc c'est vrai que si on a travaillé sur l'art optique, sur le cubisme ou sur Nikit Saint-Phal ou sur Yayoi Kusama ou quoi, j'imagine qu'il y a de quoi voilà, éveiller les imaginaires et pourquoi pas créer leur propre jeu artistique à l'école. Super, ben merci beaucoup Christelle, c'était top. On espère que tout cela continue à vous passionner. Donc moi, je vais reprendre la main pour vous présenter Alors, un certain nombre de jeux. Euh, montre juste sur le site, Étienne, juste oui, les allez-y. jeux Donc vous voyez, on a des l'art de voir éditions l'art là. Pyramide. L'art de Et voir l'art des éditions Pyramide, qui est moi personnellement mon petit préféré, avec les 50 façons de voir une exposition. C'est vraiment génial. voilà, c'était pour montrer les jeux sur le site que Christelle vient de vous présenter. Et maintenant, la parole à Étienne pour présenter quelques jeux. On y va. Je commence direct. Attendez, je vais mettre un autre point de vue parce que là, hop, on voit que moi, c'est pas passionnant. Voilà, on y va. On commence direct par Archalange. Je Archalange, montre sur le site. si vous voulez. Donc, on va reprendre un petit peu comme on fait habituellement. Je vous montre le site rapidement avec le jeu, comme ça vous voyez la boîte fermée et quelques informations. Et ensuite, Étienne vous l'explique un petit peu plus en détail. Donc, c'est toi le tableau. Voici le jeu et Étienne vous le présente. On y Voilà. va. Donc, ça s'appelle Archalange. En effet, c'est toi le tableau, donc on voit l'idée. Il y a un grand cadre, vous voyez, je le mets là, vous voyez, il y a ma main au milieu, donc il est quand même, il est vachement grand, il se montre comme un puzzle. Et on a une soixantaine de cartes représentant des tableaux qu'il va falloir recréer dans le cadre, dans le cadre de ce cadre. Voilà. Avec plusieurs règles possibles. C'est un jeu qui se joue à partir de 6 ans. Donc on va pouvoir, par exemple, il y a un sablier dans le jeu, donc le temps de 2 sabliers, recréer le maximum de postures pour faire deviner les tableaux aux gens qui jouent avec nous. Euh, ou alors on peut être un peu en compétition. On choisit un tableau et on voit celui qui est qui réussit à le représenter le mieux. Évidemment, l'idée c'est d'aller chercher dans son environnement tout un tas de trucs de déguisement ou d'accessoires. Vous voyez sur la boîte du jeu, il y a cette dame qui a imité cette jeune fille qui a imité la jeune fille à la perle, et en guise de perle, elle a une gousse d'ail. Donc je sais pas si c'est super réussi ou si ça fait super envie, mais en tout cas, voilà, dans le cadre du challenge, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Art Challenge, à partir de 6 mois et pour 2 à 8 joueurs. On l'aime beaucoup. Alors attendez, je suis tout seul, donc je vais essayer de me débarrasser sans trop mettre le bazar de tout ça. Alors moi, Hop. pendant ce temps-là, je vous montre sur le site le jeu suivant qu'Étienne va présenter, Arcimboldo, à la manière pardon, d'Arcimboldo. Voici le jeu. Je vais vous montrer la boîte, le contenu. Et Étienne est prêt pour vous le présenter. On y va. Alors Arcimboldo, les enfants, ils adorent, hein. Donc ça, c'est chouette. C'est un jeu magnétique. On a 4 planches magnétiques comme ça et plein de fruits et de légumes. Je ne les ai pas dépunchés, hein. On peut les séparer comme ça. Il y a 3 planches différentes avec donc plein de fruits et de légumes. Et on a toute une série il y a des noms, il y a des adjectifs ou il y a des situations. Et donc on mélange tout ça dans une petite pochette. On tire un nom et un adjectif. Donc, par exemple, un nuage sous la pluie ou un combat irrésistible ou une journée mystérieuse. Et ça va être à celui qui va réussir avec sa petite planche là et avec les fruits et légumes à recréer au mieux une journée mystérieuse ou un combat irrésistible à la manière d'Arcimboldo. Là, vous voyez sur l'exemple qui est donné, ils ont représenté, c'est un combat médiéval. Alors, c'est pas le plus compliqué, il y a des choses plus abstraites, mais voilà, la prise en main pour les enfants est tout à fait immédiate. Vous voyez, on peut jouer à 4 et il y a plein de fruits et de légumes au milieu. C'est un truc absolument, un jeu qu'on a trouvé absolument fantastique aux éditions Banquise et c'est à partir de 7 ans. Ensuite, alors tout nouveau jeu, qui est un jeu coopératif, c'est Haïku. Dès 8 ans, on va composer des poèmes. Voici la boîte. Voici le contenu.
Et Étienne pour vous le présenter. On est parti. Alors, Haïku, on a adoré. Il vient d'arriver depuis la semaine dernière et ça aborde, c'est une autre façon de voir l'art, quoi. C'est des œuvres, on est loin de Chardin ou de Picasso, on est sur des estampes japonaises. On a 64 cartes, donc recto verso, donc 128 estampes différentes, donc super boulot, avec à chaque fois une petite mention hein, de l'auteur, de la date et du titre de l'estampe. Euh, et les enfants sont assez sensibles en général à cette esthétique, hein, parce qu'ils la connaissent entre autres à travers les mangas. Et puis donc on a plein vous savez, un haïku, c'est un petit poème de trois vers différents, hein, en général enfin, qui peut être assez abstrait. Et donc là, il y a plein de petites portions de haïku comme ça. Donc chacun va en avoir 8, parce que c'est recto verso, donc ça fait 16 petites phrases de haïku. Ok. On met 6 estampes sur la table devant les joueurs, avec à chaque fois des choses très différentes. Donc là, ce monsieur et cette espèce de cigogne devant la mer. Là, on a une sorte de combat de samouraï. Là, on a une île qui sort des flots. On a aussi des paysages de neige. Bon, voilà, c'est hyper beau, très visuel. Chacun et des fleurs. Enfin, moi, j'adore ces trucs. Et donc là, ensuite, on choisit parmi les 16 petites phrases qu'on a, une des estampes qu'on va essayer de représenter au mieux et les autres joueurs vont voter pour savoir s'ils trouvent bel et bien l'estampe qu'on a voulu représenter. Donc là, au pif, hein, de l'autre côté du monde, près du vieil étang, bruissement soyeux. Bing. Voilà. Ou alors on peut avoir aussi, marqué par le temps, robe qui chuchote, espoir en ce monde. Voilà. Donc chacun il met un peu ce qu'il a envie de mettre et comment il voit le tableau. Évidemment, il y en a qui comprennent rien à ce que les autres ont voulu dire. C'est très riche, très très marrant. Ça marche en classe, ça marche aussi entre adultes avec des amis. C'est un jeu que je vous recommande chaudement. Voilà. Alors, jeu suivant, Folle Expo, qui est un jeu d'ambiance pour vivre l'art à travers ses ressentis à partir de 10 ans. Donc là, c'est pour un petit peu plus grand. Voici la boîte. Il vient tout juste de rentrer. Il est juste en stock là depuis très peu de temps. Voici les cartes. Et Étienne pour les présenter. Oui, en Désolée, effet, on va vite celui-là, parce qu'il y en a encore plein à vous présenter. ouais, ça va le faire. Il est encore plus récent que Haïku, il date vraiment d'il y a quelques jours, on l'a découvert il y a 10 jours au Salon des Jeux de Vichy. Alors un truc sur lequel je voudrais insister, c'était le cas pour les éditions Pyramide, c'est le cas pour celui-là, c'est un jeu bien imprimé. C'est tellement fréquent de tomber sur des livres ou des jeux d'art mal foutus, les couleurs sont pas bien rendues, voilà. Là, ce sont des pros et ça se voit, les couleurs sont là, les contrastes sont là, les rendus sont là. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Donc ça s'appelle la Folle Expo. On est un commissaire d'exposition. C'est un truc très original, très sympa. On sort 4 œuvres différentes. Donc là, vous voyez, alors, il y en a 64. Donc là, hop, par exemple, alors à chaque fois, évidemment, hein, il y a un petit livret avec l'auteur de l'œuvre, ce qu'elle est, etc. Donc, 4 œuvres différentes. Par exemple, je sors ça, je sors ce petit Monet bien connu, je sors, hop, ces petites vaches qui vont bien, je sais pas de qui c'est. On va éviter Arcimboldo et puis voilà, tenez, hop, hein, ce Gaspard Friedrich là, romantique. Voilà. Donc, on a un certain nombre de cartes thématiques sur le thème de l'expo. Donc, par exemple, rendez-vous bizarre, ou alors me rappelle les vacances, j'aurais pu le faire, ou tout droit sorti d'une friperie vintage. Ok. Donc, le commissaire d'expo choisis une de ces thématiques, rendez-vous bizarre. Moi, je choisis rendez-vous bizarre. Et chacun des joueurs chacun des joueurs a 4 petites bâtonnets comme ça, avec 1, 2, 3 ou 4 cœurs, qu'il va attribuer aux 4 œuvres qu'on a sorties en fonction de, selon lui, le rapport avec la thématique. OK? Et après, chacun va positionner à côté des œuvres des petits jetons qui indiquent
Combien de personnes, selon lui, ont combien d'œuvres en commun avec lui. Voilà. Donc c'est une sorte de pari. On n'est pas obligé de jouer avec cette portion-là, mais ça rajoute des points en plus ou en moins si on se trompe ou pas. Enfin, globalement, chacun attribue en fonction d'une thématique des points à des œuvres, et on se retrouve avec des œuvres, des interprétations des œuvres complètement différentes, et on discute autour de ça. C'est voilà, très drôle et très bien fait, très sympa pour des petites parties ou des parties plus longues si on décide vraiment de s'y mettre, d'attribuer les points, de compter ça, etc. Mais voilà, un super support de cours et d'expérimentation en classe. Voilà pour Folexpo. Sabine, Est-ce êtes-vous que... là? Oui, oui, Pour... je suis là. Est-ce que je continue sur la... Non, je vais aller un peu plus vite, non? Bah oui, c'est pour ça que Voilà, je... bah, je continue un peu plus vite. C'est un peu différent. On a un jeu alors, on a deux jeux qui combinent l'art et les mathématiques. Allons-y. Donc ça, c'est chez Acro, c'est un éditeur espagnol. Ça s'appelle Identifier et reconnaît et complète les formes géométriques dans l'architecture. Donc on a un certain nombre d'œuvres du patrimoine architectural mondial. Là, c'est le Taj Mahal, évidemment, sous forme de puzzle. Et ensuite, on a des formes géométriques qu'il va falloir installer sur les différentes portions du Taj Mahal ou de la Tour Eiffel ou de voilà pour comprendre comment les rapports entre ces bâtiments et la géométrie. Donc là aussi quelque chose de très original à travailler en mélangeant art et maths. Alors on continue dans art et maths, ça s'appelle calcul art. Alors ça c'est un truc assez bizarre, mais on a choisi quand même de le faire. Il nous a séduit parce qu'il était bien fait. C'est un jeu de loi, principe du jeu de loi, tout simple, avec à la fois, c'est pour un âge de 6 à 9 ans. Donc il y a à la fois des questions mathématiques, selon là où on tombe, des petites questions de défi, donc des questions mathématiques, on est sur les nombres entiers ou les tables d'addition. Donc par exemple, combien font 1 + 1 ou 9 + 9? Ou des petits défis. Compte de 5 en 5 à rebours en partant de 80 jusqu'à 50 et en frappant dans tes mains. Bon, très bien. Et il y a des questions d'art. Où se situait la fameuse chambre de Vincent van Gogh en Angleterre, à Arles dans le sud de la France ou à Paris? Voilà, donc c'est à Arles, évidemment. Bravo Étienne, je passe en C20. Et on a en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, les enfants ne sont pas livrés eux-mêmes là-dedans. Il y a à la fois des cartes sur les doubles, sur le passage à la dizaine supérieure, etc. Des cartes un peu d'aide-mémoire en mathématiques, et bien sûr en art également, avec des fiches qui sont très bien faites sur l'artiste, sur l'œuvre. Voilà, on a Niki de Saint-Phal là par exemple avec une petite description, un petit le sais-tu, la petite info en plus. Voilà, en fait, c'est un jeu assez exigeant, mais faut entraîner les enfants à rentrer dedans pour les aider à rentrer un peu différemment dans une œuvre et dans un artiste. Voilà. Calcular, hein, une sorte d'ovni ludique. Euh, Je vais remontrer sur le site, parce qu'on me demande, on n'a pas eu le temps de noter les deux boîtes que vous venez de montrer, donc j'en profite pour les montrer Bien rapidement sûr. sur le site. Donc le premier, c'était reconnaît et complète les formes géométriques dans l'architecture. Donc ça, c'est le premier qu'Étienne a montré avec le Taj Mahal. Et le deuxième, c'est celui-là, calcul art. Voilà. On continue encore avec un jeu de loi qui est un jeu de loi, un voyage dans le monde de René Magritte. Donc là, pardon, je ne l'ai pas ouvert. C'est un jeu de loi simple et bien fait autour de l'œuvre de Magritte et les enfants sont assez sensibles au côté absurde de l'œuvre de Magritte. On poursuit avec deux jeux de questions-réponses. Non, pardon, enfin deux jeux de connaissances plutôt, disons. Un jeu chez BioViva énigmes Vive l'art. Donc, c'est des énigmes autour de l'art et de l'histoire de l'art, en mode question pour un champion, si vous voyez. Art visuel. J'aurais été acheté par le roi François Ier. 2. Je suis l'objet d'art le plus visité du monde. 3. Je suis exposé au musée du Louvre. 4, etc. Bon, il y a 5 trucs et on arrive à la Joconde, comme ça, de plus en plus précis. Donc, donc on a 78 énigmes illustrées et c'est à partir de 9 ans.
Et on a par ailleurs un chronicard de l'histoire de l'art. Chronicard, ce sont des cartes un peu plus détaillées, un peu plus avec un vrai petit texte. Euh, et l'idée de chronicard, c'est de réussir à faire une fresque chronologique pour placer les différents éléments, en l'occurrence là ce sont les différentes œuvres d'art, à leur place dans l'histoire de l'art. À partir de 10 ans pour 1 à 6 joueurs et des parties de 15 minutes. Voilà. Euh, je continue avec, là aussi, sans rentrer dans le détail, ce sont des jeux de famille. Donc, ça s'y prête bien, évidemment, des jeux de famille, le thème de l'art. Il y a un éditeur qui est spécialisé là-dedans, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Sylvie de Soie, et qui, entre autres, à chaque fois, fait, là, on est sur le thème des peintres français classiques, et à chaque fois, il y a un vrai livret, qui est un vrai bouquin, en fait, il y a un vrai travail éditorial assez très costaud, pour décrire les peintres français classiques. Donc c'est le jeu de cette famille des peintres français classiques. Là, j'ai sorti Georges de la Tour parce qu'il y a une exposition formidable au musée Jacques-Marandré. On a Chardin, Fragonard, David, Ingres, etc. On est dans le classique de chez classique, mais ça fait pas de mal non plus. Par ailleurs, on a un jeu de cette famille également autour de l'impressionnisme. Là, voilà, Sainte-Adresse, hop, avec Claude Un petit peu Monet. plus haut. Euh, et un autre jeu de cette famille sur un Tour de France des monuments, qui est très sympa et qui vient de rentrer également. Et enfin, je découvre l'art en jouant avec là une espèce de truc avec des cartes, pardon, qui parlent des différentes périodes, le Moyen Âge, la Renaissance, le 19e, le 20e, etc. Et à chaque fois, pour chacune de ces périodes et pour chaque type d'art, on a une œuvre qu'ils font ressortir. Donc là, c'est la peinture, hop, la peinture, le Moyen Âge, l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance avec Botticelli, le Grand Siècle, le 19e et le 20e siècle. Le théâtre, la danse, la sculpture, l'architecture, le cinéma, on connaît Errol Flynn, le cinéma, la musique et la littérature. Donc c'est assez complet et c'est aux éditions Palette. Voilà pour les jeux de famille. Je continue rapidement avec. Petite précision, ce qu'on avait dit au départ, c'est que le webinaire est enregistré et donc dans quelques jours, on vous envoie le lien du replay et le catalogue avec, enfin le petit PDF avec la liste de tous les jeux qu'on vous a présentés là. Comme ça, vous retrouverez bien tout, même si là, on est allé un petit peu vite parce que ben, on en a encore un petit peu à présenter et qu'on essaye de tenir l'horaire. Voilà. Donc, il y a aussi des mémos, comme l'a dit tout à l'heure et l'a présenté Christelle. Il y avait le mémo de la photo. Je précise un truc, les éditions Pyramide, c'est avec 2 Y, PY et sans E. Donc, si vous les cherchez, voilà, cherchez-les bien avec 2 Y et sans E. On a un truc sympa et original qui s'appelle Pixel Art Memo. C'est un mémo avec des œuvres normales, enfin, voilà, et des œuvres, et la même pixelisée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui touche et que les enfants comprennent et maîtrisent très bien. Une autre façon de rentrer dans les œuvres. Et enfin, on termine avec, évidemment, c'est facile, un certain nombre de puzzles qui se prêtent à ce thème. Donc là, on a le chant avec des cyprès de Van Gogh chez Santosphère. On a chez Jeannot une sorte de reprise de la jeune fille à la perle. Encore chez Santosphère, on a du Douanier Rousseau. Encore chez Jeannot, avec ce même type de graphisme, euh, la Joconde. Ça, c'est 6 ans et plus. Ça, on est sur des puzzles 1000 pièces, mais 6 ans et plus, on est au cycle 1, quoi, donc c'est pas mal. Alors là, on est chez Michel Wilson, c'est un peu particulier, ce sont des puzzles, comme c'est marqué, hein, puzzles en bois, fait main, en France, avec des découpes qui n'ont rien à voir avec les découpes habituelles. Donc ce sont des puzzles beaucoup plus difficiles à faire, très bien faits. Je ne peux pas dire que ça s'apparente en soi à une œuvre d'art, mais il y a un petit côté comme ça. On en a ressorti quelques-uns, donc il y a toujours le fameux Art Boldo. On a du Mondrian, on a une vue de l'Estaque de Cézanne, on a la vague d'Okuzai, on a du Van Gogh. Bon, voilà, les puzzles, évidemment, autour de l'art, c'est assez facile à mettre en place. Et puis, toute dernière chose, avant
de passer peut-être à quelques questions-réponses si vous le souhaitez. On a des kamishibai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme un petit théâtre à mettre en œuvre en classe. Un kamishibai Violetta et Rigoletto autour de la découverte du théâtre vénitien. Et puis, évidemment, la grande vague d'Okuzai avec toute une histoire en 12 images à suivre et à commenter avec les enfants. Voilà pour cette sélection de jeux autour de l'art et j'espère que vous aurez trouvé des idées pour la mise en place dans vos classes. À vous, Sabine, pour Merci. peut-être quelques questions-réponses. Merci Étienne, je nous remets tous visibles. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Nous espérons que vous avez passé une agréable heure en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses, que ça vous a enrichi et que ça vous a donné plein d'idées pour la suite. Et on est à l'écoute pour vos questions, vos remarques, vos interrogations, sans problème. N'hésitez pas à écrire vos petites questions sur le QR qui est en bas. Alors, j'espère que tout à l'heure, j'avais eu des questions, on a répondu en direct, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème technique, mais j'ai pas beaucoup de questions là. C'est peut-être qu'on a répondu à tout en fait. Est-ce- Ah ben, on me dit oui, merci, tout était très clair et très riche. Est-ce que l'une et l'autre, il y a des choses que vous souhaitez compléter ou parce que parfois après une intervention, on dit ah, j'ai oublié de dire ça ou je voulais raconter ça. Donc si l'une ou l'autre, vous voulez préciser des choses. Pour moi, c'est bon. Catherine, on vous a un peu coupé la chic tout à l'heure pour essayer d'avancer et de tenir le rythme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Il y a Votre votre micro qui ne doit pas être mis, Catherine. Oui, pardon, Voilà. excusez-moi. Oui, bah, c'est juste pour compléter ce que vous avez déjà amorcé, Monsieur Prévost, c'est qu'en effet, il y a toutes les qualités, on va dire, pédagogiques que peut introduire le jeu dans la classe. Et avant tout, c'est aussi, en effet, c'est de prendre le temps avec les enfants. Mais ça, voilà, c'est évident, hein, mais je me permets de le rappeler, que en fait, il y a un temps d'apprentissage, évidemment, d'appropriation du jeu. Mais ça, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Prévost, c'est vrai que voilà, parce que ce sont des outils qui sont extrêmement bien pensés. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous notiez comment dire, la remarque sur la qualité des reproductions, parce que ça, c'est sûr que dans le domaine des arts visuels, c'est quand même très important que les enfants et les enseignants puissent travailler avec des outils voilà, de qualité, surtout quand il s'agit en effet des arts visuels, puisque c'est bien avec le sens de la vue qu'on va, comment dire, on va actionner les échanges, donc l'observation, l'analyse, comme vous faisiez allusion aussi à tout ce qui était de l'ordre de la composition de l'image, avec le jeu très intéressant aussi sur la photographie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est important, voilà, de prendre ce temps d'appropriation du jeu pour le bon déroulement de l'activité en classe. Voilà. Et comme en effet tous ces supports sont additionnés de contenu, eh bien peut-être que parfois on peut en effet s'intéresser à une carte et prendre le temps peut-être aussi de mettre en place un jeu hebdomadaire, voilà, où chaque jour on découvrira une œuvre. Je pense par exemple au jeu de loi de Magritte, qui est vraiment très intéressant parce que on parlait de comment dire d'acculturation et le fait aussi que les élèves puissent rejouer avec le même jeu, c'est aussi une manière d'acculturer les élèves et de les comment dire de les sensibiliser aussi à un seul artiste en leur montrant plusieurs œuvres d'un même artiste. Et je fais référence au jeu que vous avez montré sur Magritte qui, en effet, est très intéressant pour ça. Voilà, mais tous les jeux que vous avez montrés ont des qualités incroyables. Voilà, merci. Super. Ben, merci beaucoup à vous, merci à Christelle, merci à tous nos spectateurs qui étaient là aujourd'hui. On est content d'avoir tenu un peu le timing, comme ça personne n'est en retard et tout le monde peut reprendre ses activités. Sabine, vous rajoutez un truc et puis Oui, tu vas? parce qu'en fait, oui, dans les questions, les dernières questions que j'ai eues, on me dit peu de jeux en maternelle pour les PSMS, mais on a quand même évoqué les jeux des mémos,
qui sont tout à fait accessibles en maternelle et qui peuvent leur faire découvrir les œuvres dès le jeune âge. Oui, c'est vrai. Et puis sinon, on reprend ce que disait Madame Grottabuccia, c'est-à-dire en effet prendre une œuvre, la détourner autrement, la travailler différemment avec les élèves, la découper, en faire une par semaine et rentrer un peu dedans de façon différente. Enfin voilà, on n'est pas non plus, on est là pour vendre, hein, évidemment, mais pas que. Et on peut tout à fait travailler différemment, pas forcément avec des jeux du commerce, pour faire rencontrer la pratique artistique et la pratique ludique. Mhm. Oui, oui, et celui des formes et de l'architecture aussi, sous forme de puzzle et d'introduire de l'architecture également, même si c'est pas la première chose qu'ils vont repérer, ils vont repérer le puzzle, mais après, à force de le voir et de le revoir dans d'autres circonstances, dire qu'ils l'ont déjà vu et que c'est quelque chose qui est pour eux connu Mais et la remarque de reconnu. la personne était exacte, évidemment. On n'a pas beaucoup présenté on n'a pas présenté beaucoup de jeux de maternelle. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver autrement. Après, voilà, je Oui, fais en aussi effet, vous avez voilà, raison. une référence hein, dans l'ouvrage Jouer et apprendre en maternelle. En fait, il y a énormément d'activités qui tournent autour de la création de jeux en classe, voilà, qui peut être, voilà, qui est un support, à mon avis. C'est un ouvrage collectif qui a été fait, qui est sorti en 2015, voilà, et qui est vraiment dédié au cycle 1. Alors voilà, ça peut être, on va dire, une porte d'entrée pour s'approprier. Alors voilà, des techniques du jeu. Et simplement, je veux conclure parce que je ne veux pas dépasser votre horaire, mais vous parliez comment dire, du jeu qui fait référence à l'architecture. Et en effet, si, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est approprié le processus du jeu, ce processus-là, on peut le transférer dans son quotidien. Par exemple, si on a pris l'habitude d'observer des formes sur des reproductions de bâtiments, d'architecture, on peut ensuite s'amuser à faire des photos, par exemple, de son école ou de bâtiments dans son environnement proche et de jouer, de prolonger, si je puis dire, le processus pédagogique qui a été amorcé par un jeu, se l'approprier aussi avec le contexte local, c'est-à-dire ça peut être aussi voir, vous faisiez référence au jeu sur voir l'exposition différemment. En effet, on pourrait très bien partir avec ce jeu et essayer de découvrir les œuvres d'un musée, du musée qui, voilà, qui est dans l'environnement de l'école et de pouvoir, avec l'aide, pourquoi pas, de la médiatrice, de s'approprier le jeu et de l'amorcer avec des œuvres réelles, parce que c'est ce qui va être aussi intéressant. Voilà. Pour pas hésiter aussi à faire preuve de créativité avec les jeux aussi, se les approprier et faire preuve de créativité aussi, comme l'histoire du trombone, en quelque sorte, si je puis dire. Exactement, la pensée divergente. Voilà, Merci beaucoup, exactement. merci à tous et bonne deuxième Merci partie à de toutes les deux, l'après-midi. merci. On vous souhaite une bonne À fin bientôt. d'après-midi et on vous envoie très rapidement le lien du replay de ce webinaire et le catalogue. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, merci, au revoir. Au revoir.